Cosa Vostra. Pour nous, il faut que le sujet soit d'intérêt général. C'est-à-dire que il est d'utilité publique d'avoir lu cette enquête pour comprendre comment fonctionne ou dysfonctionne l'hôpital public. On va parler par exemple de la surveillance au travail. Depuis le confinement, quels sont les logiciels qui permettent de davantage surveiller les salariés. Donc des sujets de société, des sujets de fond aussi. Avec Mediapart, on s'est intéressé à la dette publique, faut-il en avoir peur ? Et qui en fait sont des sujets qui pourraient paraître un peu austères comme ça, mais qui en bande dessinée ne le sont pas du tout. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. Je reçois aujourd'hui Amélie Mouget, rédactrice en chef de la revue dessinée. Amélie, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Alors je crois que c'est la première fois qu'on va parler d'illustration, de dessin, de BD sur Mediarama, donc j'étais ravi de pouvoir faire cet épisode avec toi. Est-ce qu'on commence toujours dans Mediarama un peu par la carte d'identité, au cas où les gens ne connaissent pas forcément, puisque des fois on va dénicher les petits médias. Alors là, en l'occurrence, c'est pas un média inconnu, la revue dessinée, mais il n'empêche, on passe quand même par cette carte d'identité. Est-ce que tu pourrais nous dire depuis quand existe la revue dessinée ? Alors, la revue dessinée va fêter ses 10 ans cette année. En septembre 2023, on aura donc 10 ans. Ça a été lancé en septembre 2013, le premier numéro. 10 ans d'enquête en bande dessinée avec, entre-temps, un petit frère, une petite sœur qui est née qui s'appelle Topo et qui elle a 5 ans. Exactement, qui fait partie du groupe 4 revues, on en parlera tout à l'heure. D'enquête, tu le dis, puisque évidemment, je dis de la revue dessinée comme si tout le monde connaissait, et on commence par la date d'existence, mais quand même le pitch, la revue dessinée, alors c'est le site qui le dit, la revue dessinée raconte l'actualité en bande dessinée. Donc voilà, il faut quand même savoir un peu de quoi on va parler là pendant cet épisode. C'est vraiment l'actualité uniquement par la bande dessinée, donc une dizaine d'années pour la revue, puis sa petite sœur, Topo. À combien d'exemplaires s'est tirée la revue ? Alors aujourd'hui, on est à plus de 25 000 exemplaires, entre 25 et 30 000. Grosso modo, répartis à 50% abonnés et à 50% vente librairie. Les deux sont importants pour notre modèle économique parce que les abonnés nous permettent d'avoir une sécurité, de la visibilité. C'est un soutien pour un média indépendant comme le nôtre. Et la librairie nous permet d'avoir, grâce au formidable soutien des libraires, accès à de nouveaux lecteurs, de nouvelles lectrices, et voilà, de s'inscrire dans cet écosystème du livre, parce que la revue dessinée, on dit revue, mais c'est une sacrée revue puisqu'elle fait plus de 200 pages. Ouais, 228 pages, je vois en moyenne ce que je voyais. Exactement. Donc c'est pas une revue type mensuelle ou hebdomadaire, c'est vraiment... C'est un trimestriel. Ouais. C'est un trimestriel, et c'est un trimestriel qui rassemble en gros 5 à 6 grandes enquêtes, et puis des chroniques, des formats plus courts entre ces grandes enquêtes, qui à chaque fois associent journalistes et dessinateurs pour chaque sujet, pour chaque enquête, pour raconter une thématique de société complètement en bande dessinée. Et ça, on va évidemment bien creuser ce sujet-là. Et alors, pardon, c'est pas vraiment la carte d'identité, mais je rebondis quand même sur ce que tu dis. Vous êtes en vente en librairie, pas en kiosque. Hein. Est-ce que c'est justement parce que ce que tu disais, c'est le nom est une revue, mais c'est presque un MOOC. C'est un bel objet, plus de 200 pages. La distribution, parce que c'est quand même de l'actualité, hein, ceci dit. Donc, il y a quand même cette notion de news quelque part. Ça n'avait pas de sens d'être distribué en kiosque ? Je pense que ça aurait eu du sens, ça pourrait avoir du sens du point de vue des points d'accès aux lecteurs, quoi. Je pense qu'on aurait été dans davantage d'endroits. On a fait le choix de la librairie et des relais. On est en gare aussi dans les relais. Plus pour des raisons de modèle économique.
quand on veut être présent en kiosque, il faut avoir des très gros tirages et énormément d'exemplaires détruits. Nous, on fabrique vraiment un bel objet, un objet qui dure, avec une couverture cartonnée, des rabats. C'est vraiment impossible pour nous de faire partir au pilon des dizaines et des dizaines d'exemplaires à chaque sortie. On est plus sur une logique d'ajustement, puis pour des raisons écologiques aussi, on est plus sur des raisons d'ajustement de l'offre et de la demande au plus près. Et le canal librairie nous permet de faire ça. En fait, le circuit livre nous permet de faire ça. Par ailleurs, il y a une raison historique qui est que la revue dessinée a été créée par des auteurs de bandes dessinées qui donc faisaient des bandes dessinées. Ouais, font partie de l'édition et donc plus naturellement vers les librairies. On est plus sur le monde de l'édition, enfin on est plus proche du monde de l'édition dans les circuits de distribution que de la presse classique. Mais le principal élément, c'est au niveau du modèle économique. Je pense que ce serait beaucoup plus compliqué pour nous financièrement d'être en kiosque. Donc on s'est un peu dans la veine de ces MOOC comme 21 avant nous, comme d'autres, ces magazines book. Alors le mot est plus trop usité, mais c'est Non, c'est vrai, ça a un peu disparu. En le disant, je me suis dit, c'est vrai que on l'utilise plus trop. Ouais. Ça a été hyper à la mode il y a 10 ans, les MOOC, et pourtant ils sont toujours là, mais c'est vrai qu'on n'utilise plus trop le terme. Après, il y a moins de lancements aussi. On a moins besoin aussi de catégoriser. On est habitué à leur présence et à avoir ce type de format de revue qui arrive tous les 3 mois en librairie. C'est je pense aujourd'hui voilà bien installé et nous on s'est inspiré de ce qui se faisait déjà à l'époque de ce canal de distribution là. Très clair. Et en fait, ça me fait penser, enfin, c'est une petite digression, parce que j'ai lu un article, je crois, cette semaine sur Slate, sur quand même la destruction des livres. Donc, il y en a aussi, dans l'édition. C'est terrible, hein. Je veux dire, ça me fait penser, je pense qu'on devrait presque faire un épisode là-dessus, mais je sais pas si toi tu le sais, combien vous avez d'exemplaires, ou est-ce que vous les récupérez, est-ce que vous les donnez, mais le nombre de livres qui partent à la destruction chaque année en France, et j'imagine dans le monde, c'était des chiffres vertigineux. Je n'ai pas retenu, mais c'était des millions de tonnes. C'est assez dingue, quoi, parce qu'il doit être un peu un crève-cœur surtout sur une belle revue comme ça. Bon, c'était une digression, et on va pas parler de ça, mais je pense que ça serait intéressant quand même. Je peux rebondir sur donc nous on a les stocks coûtent cher, stocker des milliers et des milliers de revues ça coûte cher. On peut avoir des opérations qui nous permettent de faire diminuer les stocks et en même temps de conquérir de nouveaux lecteurs. Par exemple, on a envoyé des centaines de revues à tous les refuges de haute montagne pour toucher les marcheurs qui à partir de 16h de 16-17h se rapprochent des refuges. Les orages sont en refuge. Donc voilà, il y a des petites opérations comme ça, c'est assez anecdotique et ponctuel, mais on essaye de faire vivre les revues qui sont stockées, et on essaye surtout d'avoir pas trop de stock pour justement éviter ces coûts-là et éviter d'envoyer à la destruction des revues qu'on a mis beaucoup de soins et de cœur à faire. Ouais, j'imagine. Et puis vous avez 3 mois pour les vendre, donc après on espère que ça marche. Mais voilà, ça c'est intéressant. Et puis bravo pour les refuges, c'est toujours cool. Plutôt que détruire, autant essayer de trouver des trucs un peu utiles. Je continue sur la carte d'identité, Amélie. Désolé pour la digression. Combien vous êtes à la revue dessinée? Combien de journalistes, de dessinateurs? Est-ce qu'ils sont en interne? C'est quoi un peu l'organisation? Alors c'est une petite équipe, la revue dessinée, une équipe à géométrie variable en fonction de si on est en bouclage ou pas. Mais pour les fixes et pour les journalistes, on est 2 journalistes à la rédaction en chef, 2 journalistes à l'édition, donc les personnes qui vont revérifier toutes les informations, s'assurer qu'il n'y a pas de coquilles dans les noms. En fait, comme on est un trimestriel, on a le temps de prendre soin de la qualité du contenu, de la véracité. Enfin voilà, on n'est pas poussé par le rythme quotidien. Donc on a deux chefs d'édition dont c'est vraiment le métier de faire en sorte que le contenu soit le plus propre, sérieux, rigoureux possible, qui cherche la petite bête. Il y a les fondateurs qui sont des auteurs de bande dessinée, donc dessinateurs et scénaristes. Et ensuite, on a une équipe qui nous rejoint au moment des bouclages, une directrice artistique, des correcteurs et correctrices qui rentrent dans la boucle à ce moment-là. On a une maquettiste qui fait partie de l'équipe fixe aussi, et une maquettiste qui vient, maquettiste graphiste, toutes les deux, qui vient en renfort quand on est en phase de production. Mais celles et ceux qui font le contenu, c'est un petit peu nous, la rédaction, mais c'est beaucoup des indépendants
que ce soit du côté dessin ou du côté journalisme, on va travailler avec un vivier d'auteurs, d'autrices qui, pour les journalistes, sont plutôt des gens de dossier qui connaissent bien leur sujet, qui travaillent dessus depuis un petit moment, alors que ce soit à la pige ou dans certaines rédactions. Et pour les auteurs de bande dessinée, on va chercher des gens qui sont auteurs complets, c'est-à-dire qui savent à la fois dessiner bien sûr, Mais écrire mais aussi. et scénarisés. Alors, ils vont pas trop réécrire les textes des journalistes ou alors à la marge, mais qui en tout cas savent s'emparer d'un texte qui n'est pas un scénario pour en faire un scénario de bande dessinée, pour en faire une bande dessinée. Donc Oui. on a, je sais pas, un réseau de dizaines et dizaines. Je crois, j'ai compté depuis les 10 ans de la revue, on a fait travailler plus de 300 personnes différentes, journalistes et dessinateurs réunis. Et pour chaque numéro, on a une trentaine de collaborateurs. Alors certains Ouais. on a des fixes et d'autres sont là de manière plus ponctuelle entre deux albums, entre deux contrats, entre deux piges pour les journalistes. Donc on travaille avec ces indépendants-là qu'on va coordonner avec 2, 3, 4 numéros d'avance selon les périodes. D'accord, ah ouais, donc c'est vraiment, donc vous êtes pas sur, je continue ma carte d'identité et je garde ces questions intéressantes sur l'orga, sur les news, comme ça on sera un peu dans la logique de l'épisode, même si c'est ma grande spécialité de faire des allers-retours, c'est pas grave, j'essaie de tenir ça. Donc tout ça on réévoquera tout de suite après. Sur les canaux d'acquisition, les abonnés peut-être dans un premier temps, tu nous disais 25 000 numéros, dont la moitié d'abonnés, c'est ça? Ouais, exactement. Je ne dis pas de bêtises. Depuis, c'est stable, c'est en croissance. Et comment vous allez chercher ces abonnés? Alors c'est en croissance continue depuis le début, ce qui est assez encourageant, Bravo. avec avec des moments plus forts, des moments de plateau, des moments mais globalement on est sur une conquête d'abonnés permanente, ce qui est pas évident quand on est un petit média. On n'a pas de budget publicité par exemple, on va pas donc on n'a pas énormément de points de rencontre avec de nouveaux lecteurs, nouvelles lectrices. Ce qui fonctionne vraiment très très bien, c'est quand nos lecteurs nous aiment et nous recommandent ou Le bouche à oreille. exactement. Et en fait, la revue dessinée et les abonnements à la revue dessinée, c'est des très beaux cadeaux, des très beaux cadeaux de Noël, des très beaux cadeaux d'anniversaire. Et on voit la période avant Noël, par exemple, c'est un gros moment de recrutement d'abonnés. Et en fait, nos principaux ambassadeurs, ce sont ceux qui nous lisent déjà et qui vont se dire ah tiens, c'est super, j'offrirais bien un abonnement Un an d'abonnement. à mon oncle, Ah bah oui, mon frère, ma tante, voilà. Et donc ça c'est comme ça qu'on gagne des abonnés, principalement. Je pense que c'est vraiment le principal canal, le bouche à oreille. Et parmi les autres canaux, il y a, on en parlait tout à l'heure, la librairie. Hmm. On fait des coéditions avec d'autres médias, comme Mediapart, comme Disclose, comme Les Jours. On a fait aussi un projet avec Le Monde. C'est un moyen de nous faire connaître auprès de lectorats qui sont pas les nôtres et qui sont souvent des bassins de lecteurs plus importants que ceux de la revue dessinée. Donc ça nous permet aussi les gens se disent ah tiens, mais qui sont-ils, la revue dessinée? Et aussi on a fait quelques albums à succès qui alors les gens font pas toujours le lien entre ces albums et nous, mais quand ils le font c'est chouette, c'est parce que ces albums permettent de dire ah oui, je vois ce que vous faites. Et donc on a il y a quelques années publié Algues vertes, l'histoire interdite, qui est désormais adapté au cinéma. Enfin, là, en ce moment, le film va sortir le 12 juillet et qui est une grande enquête sur l'agro-industrie en Bretagne et qui a eu un grand succès de librairie. Et ça nous a ramené un petit peu de monde, même si on l'a fait en coédition et souvent, le plus gros coéditeur prend un peu plus la lumière que le Prends petit. la lumière. Et Exactement. bon, il n'empêche, si c'est très gros, même si tu récupères une petite part, c'est toujours ça de prix, quoi. Exactement. Évidemment. Et puis là, récemment, on D'accord. a fait publié Capital et idéologie en bande dessinée, donc l'adaptation du best-seller de Thomas Piketty, Ouais. et on a fait vraiment à la manière revue dessinée, donc en coédition avec Le Seuil, mais tout est parti de nous, enfin au niveau du binôme et du suivi de bande dessinée. Évidemment, ça partait du Seuil parce que c'est eux qui ont publié Thomas Piketty. Et donc c'est un album qui marche très très bien aussi, et ça permet de nous faire connaître un peu plus.
Et par ailleurs, on est présent dans des salons à Angoulême, les salons de la bande dessinée à Angoulême, à Quai des Bulles, le salon du livre de Paris. Voilà, on va à la rencontre du public qui souvent est hyper enthousiaste. Soit nous connaissait déjà et est hyper enthousiaste, soit ne nous connaissait pas et se dit tiens, c'est une super idée. Une belle petite découverte, Voilà. ils sont très contents de vous retrouver. D'accord, et donc vraiment voilà des choses un peu des partenariats, quelques salons choisis, mais pas d'équipe marketing, pas d'investissement publicitaire particulier ou quoi que ce soit. C'est vraiment la force de ce que vous faites, vous mettez en avant ce que vous faites et le bouche à oreille. Exactement, on part du contenu en fait. On se dit Ouais, le contenu parle ah, pour nous. Mais bon, c'est pas mal. plus Non, mais rapide. c'est pas mal. Si on avait des gros budgets Ouais, publicité de marketing, on est peut-être plus vite à la rencontre des lecteurs, peut-être. mais en attendant, on fait avec nos moyens et on met en avant, voilà, le savoir-faire. Vous êtes rentable? On est rentable, la revue dessinée. Alors, on est tout juste rentable, d'autant que depuis que les prix du papier, vous avez dû en entendre parler. Ouais, on en a pas mal parlé sur Mediarama. Ouais, Subissez de plein fouet. ouais, complètement. Et donc du coup, on est rentable, mais on est passé de rentable pour sûr à rentable sur abonnement, moyennement Ouais. rentable, voire pas rentable en librairie, parce que il y a une part plus importante qui Ouais. nous échappe, et on est passé de relativement solide à un peu moins solide. Attention. Ouais. Ouais. C'est vraiment. Tu vois des perspectives là-dessus sur l'évolution du papier. Ça me fait toujours en fait de voir parce qu'entre les gros industriels qui arrivent quand même à anticiper et on sent quand même qu'il y a une baisse parce que c'est quand même très lié au final au cours du pétrole. Est-ce que vous, plus petit acteur, vous arrivez un peu à anticiper ces fluctuations là du papier? Tu vois un petit peu d'espoir pour les prochains numéros? En fait, le problème principal de ça, c'est le manque de visibilité. Au-delà de l'argent qui part, par exemple, depuis l'augmentation du papier, du prix du papier, on a perdu l'équivalent de tous les salaires auteurs d'un numéro. On a perdu dans les 50 000 euros, enfin de surcoût. Ouais, c'est juste le surcoût pour produire la même chose. Donc c'est vraiment considérable pour notre structure. Et puis nous, à la différence des gros éditeurs, on n'a pas la trésorerie pour faire des stocks et pour acheter. On peut pas spéculer, on peut pas acheter du papier avant que le prix augmente parce qu'on n'a pas les reins suffisamment solides. Donc nous, on est les petits indépendants avec des petits budgets qui ne peuvent que subir et espérer que ça baisse, mais on n'a pas la main là-dessus du tout. Donc c'est vrai que c'est assez fragilisant, et puis le manque de visibilité il se traduit très concrètement par le fait que on va commander du papier pour une revue, pour la prochaine revue, sans savoir à quel prix on va le payer. Et ça, quand on a une petite structure indépendante avec une poignée de salariés et des rentrées d'argent à l'équilibre mais tout juste, c'est extrêmement fragilisant. C'est pour ça qu'on a mis en place un nouveau pilier à notre modèle économique, en plus de l'abonnement et de la librairie. On a mis en place un canal de dons et d'appel aux dons à destination des lecteurs, des lectrices, des abonnés ou des personnes qui lisent en CDI, en médiathèque. On est très présent dans ces lieux-là et qui se disent ça fait des années que je vous lis comme ça, mais j'ai bien envie de vous soutenir parce que votre émission. J'apprécie ce que vous faites. Ouais, voilà. Ouais. Et donc on a fait une campagne d'appel aux dons qui a très bien fonctionné, et on se dit que il faut qu'on pérennise ce canal de rentrée d'argent pour conserver notre indépendance et puis ne pas devoir se jeter par manque d'argent dans les bras du premier actionnaire venu. Voilà. Ce qui arrive de temps en temps, j'ai l'impression dans les médias, c'est un sujet effectivement. Écoute, à suivre. J'ai cru comprendre quand même que le prix baissait. J'espère que ce sera sur le long terme et que vous pourrez arriver à revenir à des niveaux des coûts de production qui tiennent en tout cas votre modèle économique. On l'a dit, vous faites donc partie d'un groupe avec 4 revues, donc surtout Topo. Et vous qui êtes on pourrait se dire a priori sur le même sujet, c'est quoi les ponts et synergies et comment vous faites pour pas vous cannibaliser l'un l'autre? Alors, c'est vrai que la revue dessinée travaille surtout avec Topo. On est donc il y a 21 et 6 mois aussi dans le groupe, mais on a moins de
on a moins de synergie parce qu'on fait un peu moins la même chose. Enfin, les lignes éditoriales Ouais. sont différentes, le mode de narration est différent. Topo, on est vraiment très proche parce que Topo, c'est donc la petite sœur de la revue dessinée, destinée aux moins de 20 ans. Et en fait, quand la revue dessinée s'est mise à bien marcher, on s'est dit mais là il y a une idée qui mérite d'être déployée, notamment à destination des adolescents, parce qu'il y a un vrai enjeu à intéresser les adolescents à l'information et à l'actualité. Et on se dit la bande dessinée, alors avec le recul, on se dit on aurait peut-être même dû faire du manga tellement ce genre Peut-être. a un succès. C'est pas trop tard, hein, c'est pas trop tard. Il peut y avoir une nouvelle verticale On pour manque un le peu manga, tu vois. de mangaka, mais Ouais. Mais en tout cas, ouais, Topo, c'est le positionnement est différent dans le sens où il va s'adresser à des plus de 14 ans. Grosso modo, il va se baser sur des connaissances de troisième, quatrième, et on va raconter le monde un peu différemment. La revue dessinée, c'est vraiment de l'enquête de société, de l'enquête économique, politique, avec des sujets en lien avec les crises sanitaires. Voilà, on s'adresse à des gens qui peuvent par ailleurs lire Mediapart, regarder Arte, voilà, qui ont un appétit pour l'enquête fouillée. Topo, c'est un peu plus accessible. Il y a un petit peu moins de texte dans les bulles, les sujets sont un peu plus courts. Et puis, l'idée, c'est de s'adresser à un lectorat jeune. Donc, on va parler de sujets qui sont plus en phase avec, je sais pas, on va parler du modèle économique des youtubeurs, on va parler de TikTok, Hmm. on va parler de tel ou tel influenceur, influenceuse, pour raisonner avec les préoccupations des adolescents. On va aussi être plus international à Topo. La revue dessinée, c'est Dans le choix des auteurs ou sur les sujets? sur les sujets. Sur les sujets, on va, par exemple, il y avait un moment toutes les thématiques autour de avoir 20 ans au Chili, avoir 20 ans Hmm. au Japon, avoir 20 ans, et voir sous un angle spécifique. Je crois que le Chili, c'était la question de l'accès à l'avortement, voir qu'est-ce que c'est en fait une vie d'adolescent ailleurs, et voilà, et Topo va s'intéresser, va décrypter le conflit israélo-palestinien pour le rendre accessible et compréhensible à des moins de 20 ans. La revue dessinée, on est Hmm. moins là-dessus, on est moins sur du décryptage, on est plus sur de l'enquête et de la révélation, pas au sens scoop, mais au sens on va vous mettre côte à côte toutes les pièces du puzzle pour que vous compreniez l'affaire Sarkozy-Kadhafi, par exemple, ou voilà, des choses un peu plus denses et lourdes et peut-être un petit peu trop pointues pour des lycéens. Donc voilà comment on se répartit un petit peu le Ok. et comment on se positionne. Très clair. Parlons un peu voilà du positionnement éditorial et créatif. Tu l'évoquais un peu tout à l'heure, donc on a commencé un peu à l'esquisser. Donc je rappelle, revue dessinée, trimestrielle, 228 pages. Euh, là, tu disais des histoires un peu, enfin donc des enquêtes un peu politiques. Comment est-ce que vous choisissez un peu les sujets et peut-être comment ça se passe une conférence de rédaction à la revue dessinée? Vous n'êtes pas sur de la hot news, donc il n'y a pas voilà comment ça se passe un peu le choix des sujets, la cohérence, etc. Alors justement, en fait, le fait qu'on fasse pas l'actu chaude, c'est un des principaux critères. C'est pas le principal. Le principal, je dirais que c'est il faut que pour nous, le sujet soit d'intérêt général. C'est-à-dire que il est d'utilité publique d'avoir lu cette enquête pour comprendre comment fonctionne ou dysfonctionne l'hôpital public, comment les... Les retraites, ça peut être des sujets, en fait, voilà, des rebonds, mais de fond. Exactement. On était sur les bassines à Sainte-Soline 1 an et demi avant la grosse mobilisation pour expliquer quels étaient les enjeux liés à l'irrigation, la guerre de l'eau qui s'annonçait. C'est quelque chose qu'on avait décrypté très tôt dans la revue dessinée. On va parler par exemple de la surveillance au travail, comment depuis le confinement, en gros, hein, ça a servi d'accélérateur, mais la surveillance au travail a toujours existé, mais quels sont les logiciels qui permettent de davantage surveiller les salariés. Donc des sujets de société, des sujets de fond aussi on va aller sur des sujets économiques. Avec Mediapart, on s'est intéressé à la dette publique, faut-il en avoir peur, et qui en fait sont des sujets qui pourraient paraître un peu austères comme ça, mais qui en bande dessinée le sont pas du tout, parce que la bande dessinée, c'est de la créativité, Tout c'est ça. de l'humour, Ouais. et donc ça c'est vraiment l'intérêt général, l'intérêt à lire ça, à lire ce sujet-là et à le comprendre pour être des citoyens plus éclairés, plus informés, mieux armés en fait dans le débat public. Ça c'est vraiment notre boussole. Et après notre deuxième boussole, c'est que le sujet résiste au temps, c'est-à-dire qu'on va le lancer aujourd'hui et puis il va paraître probablement dans 1 an. Et Ça c'est fou aussi, hein, parce bon, que je sais pas s'il y a eu des fails ou des choses comme ça, mais c'est
paraît un peu dangereux, moi, de préparer des sujets un an à l'avance. Ou en tout cas, effectivement, il faut te blinder pour qu'il se passe. Tu vois, par exemple, je pense des bassines. Si entre-temps, tu as l'énorme mobilisation que toi, tu as préparée, t'es presque obsolète en sortant. Eh ben non, parce qu'en fait, il y a eu cette énorme mobilisation, on avait déjà sorti le sujet. Et oui, vous aviez sorti le sujet. Le sujet était déjà sorti, et en même temps, il y aurait eu cette grosse mobilisation entre le moment où on lance la fabrication et le moment où on publie. On aurait soit réussi à l'intégrer d'une manière ou d'une autre, en accroche, en chute, ou dans les pages en savoir plus, qui sont des pages de texte qu'on fait beaucoup plus vite que de la bande dessinée. Ouais, beaucoup plus chaude. Beaucoup plus chaude, qui suivent la revue et qui donc partent 1 mois et demi avant parution à l'imprimerie. Okay. On réalise 1 mois et demi avec parution, donc ça, on y arrive. Et en fait, on se rend compte que quand le sujet arrive dans l'actualité, personne n'a le recul et l'analyse qu'on peut avoir. Nous qui avons travaillé dessus pendant des mois, il y a des années, quoi. Et on se rend compte que nos sujets, on briefe les journalistes aussi pour qu'ils soient conscients de ça, mais que nos sujets sont très peu datés. Parce que on va vraiment sur des tendances de fond. On va sur des grands mouvements. Et ce qui fait que les lecteurs, on a pas mal de lecteurs qui saturent un peu de l'information parce que ça les plombe, parce que il y en a trop. Ouais, c'est anxiogène, il n'y a pas de solution. Enfin, il y a plein de choses. Et puis ils ont l'impression que c'est un tourbillon qui ne s'arrête jamais. Et donc on a pas mal de lecteurs qui nous disent, bah moi j'ai un peu tout arrêté sauf la revue dessinée parce que j'ai l'impression que ce que j'y apprends, ça va durer. Que je comprends. C'est pas seulement un rapport à l'information de je sais ce qui se passe aujourd'hui, mais j'ai l'impression de comprendre d'être mieux armée pour comprendre des tendances qui sont à l'œuvre. Très souvent, on ressort des sujets. On avait fait un sujet sur l'hôpital public. Bon, ben, il est toujours très très pertinent. Alors peut-être qu'on n'a pas les chiffres 2022, 2023, mais qu'importe, parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est surtout les grandes tendances et le décryptage de ces grandes tendances. Donc ça, c'est vraiment une boussole qu'on a, de se dire, voilà, il faut que le sujet résiste au temps de fabrication, parce que la bande dessinée, c'est long et fastidieux. Un dessinateur va passer des mois sur un sujet de la revue dessinée, et comme on demande des sujets d'enquête, il arrive très il doit enquêter aussi un peu. Le journaliste passe lui aussi des mois, donc mis bout à bout, plus le temps de la vérif d'infos, de l'édition, de tout le travail de la rédaction, et ben on est sur des temporalités qui sont rarement en dessous de 6-9 mois, et là c'est quand ça va vite, quoi. Ouais. Ouais, tu peux nous raconter quand même un peu comment ça se passe à la base. Donc bon, vous partez sur un sujet, peut-être on pourrait aussi revenir là-dessus, mais le journaliste et le dessinateur se rencontrent tôt, avant l'enquête, et bossent un peu en binôme, ou c'est le journaliste, il a un peu le lead, et c'est lui qui enquête, et il alimente au fur et à mesure un peu le dessinateur sur ses réflexions. Comment ça se passe, cette collaboration? Il y a pas de règle absolue. Ça dépend un peu à quel stade les journalistes nous contactent pour leur proposer leur enquête, ou à quel stade nous on les contacte pour leur demander de travailler. Les deux sont possibles aussi. Ouais, là, il n'y a pas de règle. Hein. Exactement. Si l'enquête est déjà bien avancée, bon bah le dessinateur va arriver un peu dans un second temps. Et donc là, on va de toute façon, avant que le journaliste écrive, on essaye de faire en sorte qu'il y ait un échange avec le dessinateur ou la dessinatrice pour que les besoins de la bande dessinée soient pris en compte dans l'écriture, pour que on n'écrive pas. Alors il s'agit pas du tout pour les journalistes d'écrire des scénarios de BD, parce que généralement c'est un métier, et ouais. dans lequel quand on improvise, parfois on peut être bon, mais souvent, ça se voit. Souvent, ça se voit. Donc c'est un métier. On leur demande pas ça. Par contre, on leur demande de prendre en compte les besoins des dessinateurs, qui vont dire, moi, il me faut des dialogues, il me faut des personnages, il me faut de la vie, il me faut de la documentation aussi. Si j'étais pas présent sur le terrain, alors là, j'ai besoin de savoir à quoi ressemble l'usine, donnez-moi des photos de tel ou tel personnage, et aussi tous les enjeux d'anonymat. Si parfois, voilà, il y a une source qui parle en off, on essaie de pas en avoir trop, mais quand ça arrive, voilà, quel dispositif de mise en scène autour de ça pour protéger les sources. Donc ça, c'est des conversations qu'on a au tout début quand on forme le binôme. C'est nous qui formons les binômes. Les journalistes viennent souvent seuls, et c'est mieux parce qu'en fait, nous, ça nous permet de choisir le type de dessin et le type de dessinateur qui est le plus à même de traiter ce sujet-là. Donc on va choisir un dessin très réaliste s'il y a besoin de terrain, s'il y a besoin d'incarner. On va choisir un dessin plus métaphorique, symbolique, si on a une enquête économique avec plein de concepts qu'il va falloir faire
passer d'une manière. Ouais. Donc nous, on préfère quand les journalistes viennent vers nous sans binôme, parce que ça nous permet de réfléchir, d'avoir une vraie réflexion de direction artistique pour savoir Ouais. quel dessin pour quel sujet. Et ensuite, bon, parfois Avec des tests, pardon, j'imagine, ou non, vous les connaissez, mais quand tu vas chercher des nouveaux dessinateurs, tu dois leur expliquer le concept et tu leur demandes un peu de tests pour valider, parce que tu les envoies pas, j'imagine, bosser pendant 6-9 mois, etc. Donc vous avez un peu un process quand t'approches un nouveau dessinateur pour être sûr que ça marche. On n'a pas un process, enfin on n'a pas vraiment de process hyper défini pour tout. C'est toujours parce que c'est assez humain, et puis on n'a pas les mêmes craintes aux mêmes endroits selon les personnes qu'on a en face. Ça nous arrive de demander 2-4 pages test sur un sujet, Ouais. pour voir le découpage, par exemple. Si on se dit est-ce que cette personne elle fait un super dessin, on n'a aucun doute sur les qualités de dessin. Par contre, est-ce qu'elle sait vraiment bien raconter en BD, et Ouais. donc surtout sur tel sujet qui est peut-être complexe. Et donc là, on va demander 1 ou 2 pages test. Parfois, on va demander un homme politique, est-ce que cette personne saura attraper son visage, parce que là, on veut un dessin réaliste. Donc, on va se retrouver avec je ne sais pas combien de portraits de tel homme politique qui sera un peu sous toutes ses facettes et avec toutes ses expressions, et on se dira ok, c'est bon, il l'a dans l'œil, il l'a dans le crayon, on peut y aller. On peut y aller. Ce qui est important surtout, c'est que le sujet parle au dessinateur, et que on ait un intérêt pour la thématique, pour la problématique, que ce soit pas un travail juste d'exécution, mais que les s'en emparent de ce sujet parce que ça les touche, parce que j'ai le souvenir d'un sujet sur l'IVG et les entraves à l'accès à l'IVG par des groupes très très organisés catholiques traditionnalistes qui à l'échelle européenne s'organisent pour faire reculer le droit à l'IVG. Bon, la dessinatrice était hyper enthousiaste, non pas, mais en tout cas elle était hyper enthousiaste à l'idée de faire le sujet, parce que elle considérait que c'était une thématique qui était super importante, qui lui parlait beaucoup, et elle l'a vécu aussi comme une forme d'engagement. Un engagement. Et ouais, il y a de l'engagement derrière, quoi. C'est pas juste des commandes d'un papier classique. Et c'est pas du tout nous, on a tendance à dire les dessinateurs, c'est pas des crayons, ils sont pas là juste pour illustrer, ils sont là pour porter un récit au même titre que les journalistes, même si c'est pas eux qui fournissent la matière première. Mais ils y participent, tu l'as dit, c'est un binôme, quoi. L'un ne va pas sans l'autre. Est-ce qu'il y a des sujets qui ne se prêtent pas à la bande dessinée? Est-ce qu'il y a des no-go? Il n'y en a pas dans l'absolu. C'est-à-dire on ne s'est pas interdit des territoires ou des thématiques. Il y en a qui sont plus compliqués, et où en avançant ou en réfléchissant, on se dit ça va être tendu, on va se... Et en fait, c'est pas tant des sujets qui se prêtent pas, mais c'est des moments où on se dit mais là, la bande dessinée, elle va pas forcément apporter grand-chose. Ça va plus être une galère qu'autre chose. Que de vouloir passer en bande dessinée, des sujets qui peuvent être beaucoup plus forts en radio, ou des sujets qui peuvent potentiellement où on se dit voilà, il faudrait vraiment ce type de dessin, cette sensibilité pour que ce sujet soit facile à traiter. Mais en fait, on s'interdit rien, ça dépend de la proposition du journaliste, ça dépend de est-ce qu'on a la bonne idée de binôme, et est-ce que vraiment la bande dessinée apporte quelque chose, quoi. Est-ce qu'elle joue sa partition, et est-ce que c'est le bon langage. C'est très rare qu'on refuse un sujet en se disant c'est pas adaptable en bande dessinée. Souvent, on refuse un sujet parce qu'on se dit ça tiendra pas dans la durée, c'est un peu anecdotique, c'est pas nous, c'est pas la ligne de la revue. Donc c'est plutôt pour ça qu'on refuse un sujet, plutôt que parce qu'après on a fait des sujets sur les emprunts toxiques, les partenariats publics-privés, la dette publique, enfin voilà, des sujets où à la base on se dit bon c'est pas... Ouais, c'est un peu lourd, ça va pas être... euh, Comment tu rends le truc un peu intéressant, l'idée? Donc on rechigne pas à aller vers des difficultés, vers des sujets hyper ardus, pas du tout. Par contre, on se demande comment on va le faire, et puis après, il y a toutes les problématiques, je sais pas, d'intimité, ou de comment on représente. Je sais pas, quand on parle de la mort, quand on parle de choses qui peuvent être compliquées, de violence. Là, on a un sujet sur les violences en prison. On représente, est-ce qu'on représente pas, est-ce qu'on fait des fondus, est-ce qu'on fait des ellipses, est-ce qu'on fait... Donc ça, c'est plus des questions de
comment, une fois qu'on a les mains dans le cambouis, quelles questions on se pose et quelles lignes on veut se donner. Mais on va pas écarter un sujet parce que trop compliqué. On va essayer. Parce que trop compliqué. Ouais, je vois. Et l'utilisation de l'humour, on sait que l'humour fait passer plein de choses. Est-ce que ça se prête beaucoup? Est-ce que on peut décider de mettre de l'humour ou pas dans la BD? Ah bah oui. Ça fonctionne tout le temps? Oui, ce serait trop bête de s'en priver parce que la bande dessinée, elle a ça aussi dans son ADN. Et ce qui est chouette, c'est de trouver les sujets où on peut y aller parce que c'est déjà un peu cocasse, parce que voilà, il y a déjà un peu des ingrédients. On avait fait un sujet assez drôle sur la vidéosurveillance dans l'espace public, où tout le monde finissait par espionner tout le monde, avec évidemment Christian Estrosi, enfin des personnalités qui sont très pro surveillance, qui pouvaient être mises en scène, et puis quand on va sur les couacs de la vidéosurveillance, ou les moments où on en attendait beaucoup et puis ça n'a pas marché parce que pour plein de raisons, techniquement il y a un bug, voilà. Vraiment à en rire, mais généralement ça vient des dessinateurs, c'est-à-dire que le journaliste, lui, il fait un texte très factuel, très très enquête, et si le dessinateur a envie d'ajouter des pointes d'humour, par exemple avec Thibaut Soulcier aussi, on avait fait le bilan de la gestion du Covid, la gestion politique du Covid, et là Thibaut Soulcier, qui est un dessinateur de presse qui est hyper drôle, et il a réussi à tourner en dérision, à ajouter un peu de sarcasme, un peu de dérision dans un sujet qui était un peu lourd et grave. Et il y a des sujets, justement, on se dit, on y va que si on y va avec un peu d'humour, parce que sinon, si c'est au premier degré, ça va être... c'est déprimant, ou c'est trop lourd, ou c'est trop... Ouais. Voilà, il faut un peu des fois des petites respirations, effectivement, et l'humour. Et puis les blagues, on les retient. En fait, on se rend compte que les images, on les retient, les dessins, on les retient, mais que les traits d'humour, on les retient aussi. Et ça fait que les articles qu'on lit dans la revue dessinée, ils vont nous accompagner pendant... En tout cas, c'est les retours qu'on a des lecteurs, mais ils vont nous accompagner pendant bien plus longtemps que des articles classiques, parce que il y a des choses qui vont s'accrocher à notre mémoire et résonner avec notre imaginaire, que ce soit la sensibilité du dessinateur ou ses traits d'humour, et qui vont plus trop nous lâcher derrière, quoi. Donc non, on serait bête de s'en priver. Après, tous les sujets ne s'y prêtent pas. Il y a des sujets où on se dit, bon, là, les violences carcérales, on voyait pas trop comment amener de l'humour, ça aurait été... Ouais, non, c'est vrai, tu vois, tu parlais des trucs sur les IVG, encore quoi que là-dessus, pour te moquer des cathos ultra tradis, je pense qu'il y a plein de choses assez drôles à faire. Le sujet est très très drôle. Le sujet est parce qu'il y a des... Parce qu'il y a des caricatures en eux-mêmes, tu vois. Et après, nous, on n'est jamais à forcer le trait non plus. Souvent les personnes parlent d'elles-mêmes, et on n'est pas du tout à diaboliser. Enfin, il s'agit pas d'avoir les gentils des méchants, mais plutôt de rire de situations qui peuvent être cocasses, ou qui peuvent être parce que là, en fait, finalement, ce dont on parle dans l'IVG, c'est d'un lobbying, et les manières d'exercer du lobbying, elles peuvent être assez drôles. Elles peuvent être, en soi, on peut en rire. On va pas rire d'une personne qui voulait avoir accès à l'IVG et qui n'a pas réussi, enfin, d'une situation dramatique, ça évidemment non. Donc on va avoir des variations de ton dans le même sujet, mais on essaie de rire avec justesse, quoi. Ouais, de pas se tromper aussi. Non, exactement, et pas se perdre non plus là-dedans, et de pas perdre le propos. Et donc les conférences de rédaction, je reviens dessus un peu par curiosité, comment ça se passe? Vous faites des vraies conférences de rédaction, ou comme vous êtes sur un format trimestriel, c'est pas vraiment une conférence de rédaction, c'est plus des sujets, et puis ils viennent comme ça? Ouais, c'est plus informel qu'une conférence de rédaction. C'est pas trop lié au rythme trimestriel, c'est lié au fait qu'on n'est pas très nombreux, et que on est... Et que vous parlez tout le temps. Ouais, exactement. On est très souvent en production aussi, donc on a des sujets qui vont dormir des propositions qui peuvent dormir pendant un mois, parce qu'on est en train de boucler la prochaine revue, et qu'on n'a pas l'esprit libre pour pouvoir, et le temps pour pouvoir aller creuser ce sujet, faire des recherches complémentaires, ce genre de choses. Donc on les examine, on se fait une petite pochette de propositions de sujets qu'on va ouvrir une fois tous les mois et demi, et comme on est en trimestriel et qu'on a
grosso modo 25, entre 25 et 30 enquêtes par an. On court pas non plus après les sujets. Enfin, on prend le temps cherche pas à faire du remplissage. Non, t'as pas un stress à trouver des sujets. T'as le temps d'y réfléchir, de prendre les meilleurs et de filtrer, etc. quoi. Donc, il y a pas besoin à un moment donné de se dire, on se met tous autour d'une table, on réfléchit. Quel sujet il nous faut. Exactement. Quoi. Exactement. Et ça, c'est un luxe. Mais le fait d'être un trimestriel, c'est un luxe dans le rapport à l'information. Moi, je trouve un rapport à l'information qui nous permet d'être très réfléchi. Et ça, c'est chouette. Et, super transition pour mon point suivant qui est sur le numérique. Vous êtes, tu l'as dit, donc trimestriel, donc tous les avantages que tu viens de citer, je les redis pas. Est-ce que ça existe la revue dessinée sur numérique? Alors je dis ça évidemment, il y a le site, on peut s'y abonner. Où vous en êtes sur le numérique? Est-ce que c'est reproductible sur une tablette, un ordi? Cet objet, hein, on a parlé d'un MOOC, c'est un bel objet, 220 pages. C'est quoi la revue dessinée sur numérique? Alors pour l'instant, c'est balbutiant, c'est timide la revue dessinée en numérique. On a la possibilité de nous lire sous forme de liseuse. Il y a cette offre qui existe et pour les abonnés qui peuvent du coup je sais pas, partir en vacances sans s'encombrer et retrouver la version numérique. Et l'existence d'une version numérique à tarif inférieur. Ouais, sans le papier. Quoi. Juste numérique. Mais c'est quelque chose qu'on a assez mal et peu développé. Enfin, disons que c'est pas un axe de développement. La bande dessinée en numérique, c'est compliqué. Enfin, très vite, ça peut être fastidieux à lire. Et nous, on est assez attachés à l'objet, au papier, à notamment parler de médiathèque, des CDI, mais aussi ce truc de la revue dessinée qui arrive dans la famille, tout le monde la lit un peu. On discute des articles le soir et en tout cas dans les retours de lecteurs, parce que là on a demandé aux lecteurs de nous dire un peu quelles étaient leurs pratiques et comment ils vivaient avec la revue dessinée depuis 10 ans. On a cet objet qui circule, quoi. Et c'est vrai que cet objet qui circule, on y est assez attaché. On trouve qu'on passe plein de temps devant les écrans déjà et donc on n'a pas mis la priorité sur le développement numérique. On est, comme je disais, une toute petite équipe. Et là où on se développe, c'est plutôt en faisant des albums, en faisant d'autres livres. En gros, quand les enquêtes sont à l'étroit dans les pages de la revue dessinée, alors on va décider de déployer l'enquête et d'en faire un livre, comme Algues vertes, comme 100 000 ans, qui est une bande dessinée sur Bure et l'enfouissement des déchets nucléaires. Dans l'est de la France. Donc nous, on a plutôt cette envie-là de continuer à faire des livres et de mettre notre énergie là-dessus, plutôt, et notre énergie et notre argent, le peu qui nous reste une fois qu'on a payé tout le monde et le papier. On le met plutôt sur le prolongement des enquêtes, le travail journalistique et la fabrication de livres d'enquête en bande dessinée ou des partenariats avec d'autres médias. Donc le numérique, c'est pas tout à fait. Pour des questions un peu de moyens et d'attachement et c'est pas votre priorité. Ouais. Après, elle pourrait le devenir si la situation se redégradait sur le prix du papier ou voilà. Oui. Mais c'est vrai que par rapport à d'autres qui font du texte, nous la bande dessinée, ça nous complique un peu la transition et on n'est pas hyper pressé de faire cette transition. T'as raison et puis encore une fois, une bande dessinée, c'est quand même un plus bel objet qu'un journal papier. Le journal papier, c'est important. Enfin, mais donc il y a quand même lire une BD, tourner les pages, etc. Alors ça marche bien sur le manga. Hein. Il y a plein de tout un écosystème. Beaucoup de jeunes lisent des mangas sur téléphone, sur tablette. Il y a un mode de lecture qui fonctionne bien, mais c'est des choses un peu plus jetables. Le manga par nature, c'est quelque chose d'un peu plus jetable qu'un bel objet comme vous, plus de 200 pages, effectivement. Donc, après, pour nuancer un peu, on a quand même une présence numérique qui est assez importante. On a notamment du dessin de presse chaque semaine, le dessin de la rédaction par Thibaut Soutier, qui est accessible en s'abonnant à nos newsletters. On a des newsletters, on a des réseaux sociaux qui sont assez actifs sur lesquels on va publier des extraits de nos quelques extraits. Ouais. On va donner des accès libres à certains sujets quand ils font l'actualité. On n'est pas absent complètement, mais c'est plus une porte d'entrée
qui amène vers la revue dessinée que un vrai axe de... Que l'expérience la revue dessinée sur le numérique. Mais tu fais bien de le dire, parce qu'on aurait pu penser que c'était le désert des Nevada, le numérique. Non, non, vous avez des choses, des newsletters, on peut s'abonner, il y a quand même quelques avantages, et les réseaux sociaux, mais voilà, en tout cas, toi, tu considères que l'expérience ultime, l'expérience de lire la revue dessinée, c'est de la lire en papier, et mieux encore d'y être abonné. Exactement. Ça, c'est le top. Si on se projette un petit peu dans le futur, tu disais certains sujets, en fait, marchent pas en bande dessinée, marchent mieux à la radio. Est-ce que vous pourriez explorer d'autres formats, podcasts, des coulisses de certaines enquêtes? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme format demain, autre que la bande dessinée? Je pense que on a l'envie de raconter un peu ce qu'on fait à la revue, notre exercice très singulier de faire de l'information en bande dessinée. Donc on va sans doute faire des vidéos qui racontent la revue dessinée, la fabrique de l'information et les sujets qu'on traite avec les journalistes, avec peut-être des moments où on enverra un vidéaste sur le terrain avec le binôme dessinateur-journaliste. On va pas se mettre à produire des enquêtes uniquement en podcast ou uniquement en vidéo, parce que quand même notre langage, notre spécificité, on est un peu les seuls à faire ça, en tout cas de manière aussi régulière et suivie, et puis avec le réseau d'auteurs qu'on a depuis des années. On va pas se mettre à faire autre chose que de l'information en bande dessinée. Nous, notre marque de fabrique, c'est de l'information en bande dessinée. Par contre, ce qu'on a envie de faire, c'est de raconter, peut-être avec d'autres médiums, et notamment la vidéo, comment ça se passe en fait, de faire de l'information en bande dessinée, parler de la forme, mais aussi parler du fond de nos sujets, parce que si la revue dessinée marche, je pense que c'est aussi beaucoup parce que on essaye d'être très pertinent dans les sujets et les enquêtes qu'on apporte, et de combiner une exigence graphique et une exigence éditoriale et donc continuer à parler de ça, peut-être sous d'autres formats, mais pas faire en plus de ce qu'on fait déjà, parce que notre cœur de métier, c'est faire de la BD, et Dieu sait que c'est compliqué et chronophage. Ouais, donc c'est plus, voilà, c'est autour de ce que vous faites, expliquer, ça peut être intéressant de lever le voile sur la manière de faire, aller plus loin sur certaines enquêtes, parce que j'imagine qu'il y a plein d'échanges, plein peut-être de modifications qui ont été faites sur les planches ou dans l'enquête qui peuvent être intéressantes, un peu feuilletonner ça peut être effectivement intéressant. Et donc ça, c'est des idées que vous avez ou c'est des projets sur lesquels vous travaillez? Ça, c'est des projets sur lesquels on travaille. En gros, faire vivre la revue auprès de sa communauté, ou aller chercher de nouveaux lecteurs en se racontant un peu plus, en racontant un peu plus comment ça marche en fait, ce qu'on fait, en donnant un peu plus la parole aux journalistes qui peuvent nous raconter pourquoi ce sujet leur tient vraiment à cœur, voilà, sans que ce soit une usine à gaz, mais ça, c'est quelque chose dans les mois qui viennent qui risque de se développer un peu. En tout cas, c'est là où on a envie de mettre un petit peu d'énergie. Top. Le peu d'énergie qui vous reste, ce sera là-dessus. Exactement. La dernière chose, Amélie, est-ce que tu as un truc cool à nous partager, que tu as vu, que tu as lu, que tu as entendu, que tu aimerais partager? Ouh là là, faut faire le tri. Ah, mais c'est bien, c'est que tu en as plein. Après, tu peux en dire si t'arrives pas à choisir. Oh là là, non mais ce serait compliqué de parler de ce travail, parce qu'en fait on a plein d'auteurs qui font des trucs merveilleux. Alors après, pourquoi pas, si c'est pas une enquête qui est sur la revue dessinée, mais c'est par ailleurs une BD d'un auteur que tu as particulièrement aimé récemment, bah, vas-y. Hein. Non, après je pense que je vais repartir sur ce qu'on fait, parce que sinon ce serait trop dur d'en choisir un plutôt qu'un autre. Mais dans ce qu'on a fait à la revue, moi je suis très très fière d'une coproduction qu'on a faite avec Mediapart autour des violences policières. Et là on enregistre, je sais pas à quel moment ce sera diffusé, mais on enregistre à un moment quelques jours après la mort de Naël, et où cette question-là est vraiment au centre du débat public. Et nous, on a mené un gros travail de fond sur ces questions avec des dessinateurs hyper brillants, avec des récits hyper forts pour répondre à cette phrase d'Emmanuel Macron qui était ne parlez pas de violences policières. Cette phrase est indigne
Qui est le titre de l'album. Le titre de l'album. Et c'est vrai que plus ça fait quelques années, c'est sorti en 2020, et plus je vois la situation, plus je repense au contenu qu'on a pu faire, notamment une interview d'Assa Traoré, un récit, plusieurs enquêtes vraiment de fond, et plus je me dis que ce bouquin méritait d'exister et qu'il est toujours malheureusement hyper pertinent aujourd'hui, et que c'est le genre de moment où on se dit c'est important ce qu'on fait, et voilà, c'est que de la BD, mais ça peut dire beaucoup. Eh ben, je mettrai un lien vers l'album. On enregistre là, on est le 30 juin, 3e nuit d'émeute, la nuit dernière. On verra au moment de sortir l'épisode comment aura évolué la situation, mais ce sera en tout cas dans les prochains jours. Amélie, merci pour ton temps. Bravo pour ce travail. Donc je mettrai les liens de tout ce dont on a parlé dans les notes de l'épisode. Donc on le redit, ça peut être un beau cadeau de Noël. Alors même si ça sortira pendant l'été, vous pouvez anticiper ou mettre ça de côté pour votre liste de Noël. Et après, pour ceux qui veulent, on n'est pas obligé d'attendre. On peut se l'offrir à soi-même, même sans attendre Noël. La revue dessinée. Merci et à bientôt, Amélie. Merci beaucoup, à bientôt. Et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode, et je vous dis à bientôt. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.